quand on commence le sujet, c'est un sujet qui est important. Toute cette histoire de négociation-là, je ne sais pas comment vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe. C'est très, très bizarre. J'entendais, je vais vous faire entendre, là, probablement que vous l'avez entendu sur X, là, mais je vais vous faire entendre l'ex-ministre de Stephen Harper qui est arrivé avec probablement des infos qui nous dit que oui, la campagne de pub, ça l'a pas aidé, mais avant ça, il y a eu un deal qui a écrasé et c'est Carney lui-même qui a dit non, je ne peux pas embarquer là-dedans. Donc, écoutons un peu ce qu'elle dit, puis je vais vous entendre là-dessus. Do you think, Lisa, that, I mean, I don't know how we know for sure, but do you have an instinct as to whether this is about irritants, like the ad, like the Stellantis and GM remission changes, or whether it's a negotiating tactic that Trump has been known to use in negotiations before, just kind of like a last-minute exit until he's ready to come back? I think your last clip from Ambassador Hoekstra told us everything we need to know. There was a deal on the table. The Canadians did not accept it. Mr. Trump did not like that, and he warned Canadians that if you didn't take the deal as presented, you would go back to the end of the line of 94 other countries who are trying to do deals with the United States right now. And he went through with his word. I think the Prime Minister is fortunate that Doug Ford has been seized upon to be the excuse for why Mr. Trump did this, but he didn't cause it at all. What I would like to hear from the Prime Minister is, well, what was in the deal? What was in the deal that you rejected? Why did you reject it? What's our plan going forward? How much is it going to cost us in the short term? How much is it going to cost us in the long term? I can't really fault Premier Eby or Premier Ford for fighting because there are two really big things not included in Bon, OK, probablement qu'elle est proche, est proche de Ford, là. Mais juste la question que je veux vous poser. Oui, vas-y donc, vas-y. Juste dire avant qu'Yann, parce que je vois qu'il y a quelque chose à dire, là, mais ça, en gros, ça réfère à deux hypothèses différentes. Il y a une hypothèse qui était un peu la mienne en début de semaine, c'est que Doug Ford il essayait de saboter la négociation qui était en cours, puis on n'était pas loin d'un deal. C'est ce que plusieurs personnes disaient dans la politique fédérale. Lui, il s'est défendu de ça, et je pense que c'est sa spin à elle aussi, en disant non, moi, je l'avais dit au fédéral. Ouais, on leur a fait entendre, il était au courant. Puis il était au courant, puis même Carney était bien d'accord. Un peu de misère à croire ça, là, honnêtement. Là. Ça a plus l'air de quelqu'un qui essaye de se dédouaner un peu, là. Ouais, puis j'y crois pas parce que... à quoi tu crois pas? Tu crois pas qu'il y a un deal sur la table? Que Doug Ford a tout à voir avec l'échec de ça. Parce que Donald Trump, ça fit beaucoup plus sa personnalité d'avoir été vexé par les pubs et de dire « No fucking way, c'est terminé ». Ça fit le personnage à la perfection. Tu prends une pièce de casse-tête, tu le rentres dans le morceau puis ça rentre bien. S'il y avait à avoir un deal, là, on s'en rendrait pas compte. Dans le sens que ça négocierait vraiment tranquillement. Il se passerait rien d'un côté comme de l'autre. Puis là, à un moment donné, on convoquerait la presse, puis boum, voici le deal. C'est le même qui marche, Donald Trump. Comme il a fait au Japon. Là. Il a toujours marché comme ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, de dire qu'il y a eu un ultimatum avec Carney, je crois pas à ça 2 secondes. 2 secondes parce que. Ouais, mais avant, je vais vous ramener à la visite. Mélanie Joly couchée sur le divan, Leblanc qui est debout en arrière, le PM qui est assis au salon Val, Trump est à côté, il n'est pas trop à l'aise, Trump est de bonne humeur, jase pendant une demi-heure, s'en vont manger un petit poulet ou un steak dans la cuisine après. Trump nous dit, je pense ses mots, il dit, on va manger, on va finaliser, il y a quelque chose qui s'en vient, vous allez être contents, les Canadiens vont partir, tout le monde va être content. Donc là, la rumeur courait depuis plusieurs heures, comme de quoi que cette visite-là était pour finaliser un deal. Je comprends. Regarde, je suis à la même place que vous autres sur l'histoire de la pub, mais je pense pareil, qu'à travers l'histoire de... Moi, je pense que la pub, c'était comme « Ah, fuck! En plus, on a négocié puis ça a stallé pour des crises de niaiserie. Ben, fuck you! » Mais je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a un deal quelque part. Je pense qu'il y a eu une... Mais ma question là-dedans... C'est sûr, il y a eu de quoi ça... Là-dessus, j'en suis. Là. Il y a eu quelque chose sur la table. Ça, oui. Je suis à peu près sûr aussi. Mais est-ce qu'on devrait le savoir? Est-ce qu'on devrait être au courant de ça? Non. Dans la diplomatie, quand tu négocies quelque chose entre deux pays, tu vas le savoir à la fin. Oui, mais quand c'est rejeté et qu'il n'y a rien qui se passe, est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que le Canada... Mettons que c'est le Canada qui a dit non, on n'embarque pas. Est-ce qu'on peut le savoir? C'est quoi qui nous a été proposé? Normalement, non. Honnêtement, là, à moins que Trump pourrait le divulguer, évidemment. Là.
Mais normalement, on ne le sait pas parce que ça a des impacts économiques, ces ententes-là de libre-échange. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de lobbies qui sont alignés pour avoir leur propre protectionnisme parce qu'en réalité, c'est ça une négociation de libre-échange. C'est quel lobby va être sacrifié puis quel lobby va être épargné. Mais beaucoup de gouvernements, incluant le gouvernement américain, mais beaucoup d'autres pays, beaucoup de gouvernements, dans ce genre de négociations-là, il y a toujours soit des politiciens ou du personnel politique qui coulent des points importants de ce qui est négocié et des ententes pour s'en servir soit comme ballon pour voir comment ça passe, etc. Mais là, s'il y en a un, c'est quand même bizarre qu'il n'y a rien qui a sorti de là. Il n'y a rien qui a coulé. Parce que si Trump est sûr d'avoir quelque chose de pas pire à offrir aux Canadiens, puis qu'il est en crise de voir que, mettons, Carney et sa gang ont dit non, on ne veut pas embarquer là-dedans, mon feeling, c'est qu'un gars comme Lutnick serait allé dans l'entrevue puis il l'aurait échappé probablement par stratégie. Ouais. Mais je remarque qu'avec le Hamas et Israël, ça n'avait pas coulé tant que ça, leurs affaires. Tu sais, ils sont capables de fermer les tanches, les États-Unis, de temps en temps. Fait que moi, c'est plus ce qui s'est passé avec Israël et le Hamas que je me dis, c'est ça qui arrive. Ils gardent ça le plus possible en arrière des couvertures. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple. Si tu t'en vas attaquer Donald Trump de manière personnelle, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le faire, il s'est tout le temps fait revirer dans le C'est sûr. C'est jamais arrivé que quelqu'un a été épargné après une attaque de ce genre-là. Fait que là, Doug Ford, ce qui est arrivé, moi, dans ma tête, c'est vrai que c'est directement lié à lui. Là. Est-ce peut pas être lié à personne d'autre. Mais est-ce que tu trouves ça bizarre que les deux, je vous pose la question aux deux, puis Jerry aussi, si mettons, tu as un feeling là-dessus, mais j'étais un peu surpris de voir comment Carney a répondu aux différentes questions qui ont été posées sur le sujet. Puis je comprends que c'est un gars qui est un peu plate, là. C'est un gars un peu drabe. Donc, en général, ses réponses, mais si moi, je sais qu'il n'y a pas le pouvoir d'empêcher un premier ministre de faire ce qu'il a fait. Mais si je suis le premier ministre du Canada, puis c'est moi qui étais au cœur de la négociation, alors que l'Ontario comprend le secteur automobile, mais je veux dire, chacun des secteurs a sa raison d'intervenir. Tu dis, on tabarnak, qu'est-ce qu'il vient de me faire là, lui? Il vient de me planter, puis il vient de me mettre au bat, il vient de me faire reculer de 3 pieds. C'est sûr que moi, si, mettons, je suis premier ministre, je vais le faire de manière polie, mais je le plante. Je le plante que, je me distance de lui, je le plante, puis je veux m'assurer que, même s'il a le droit de le faire, que Chris, il ne le fera plus jamais, puis je vais envoyer le message au président américain que j'ai rien à voir avec cette Chris d'idiot-là. Là. Il l'a pas fait. Mais surtout qu'on a eu une couverture des médias très négative sur ce que faisait Danielle Smith en début, là, au début, quand Trudeau était encore là. Puis on nous disait, à manque de solidarité, tout ça, mais quel était son objectif à elle? C'était d'arranger les relations entre le Canada puis Donald Trump. Puis elle disait, moi, y aller, moi, le voir à Mar-a-Lago, jaser avec, je vais nouer des liens, je suis capable de parler un peu. Le bitchait pas, là. À ce milieu. Elle n'est pas arrivée là en disant, hey, gros Chris de cave, là. Mais Doug Ford, lui, il essaye pas d'arranger les choses. Il essaye de mettre du gaz sur le feu. Oui. Et somehow, ça n'a pas l'air à déranger vraiment personne au Canada. Je lis la presse, il n'y a pas grand monde qui nous dit... Ils le défendent alors que ce gars-là, c'est un saboteur. C'est ça, on a des protectionnistes dans l'âme. Le Canadien aime ça présentement. C'est ultra populiste ce qu'il fait, Doug Ford, parce que c'est aligné avec ce que notre population d'inculte économique pense, carrément. Là, le monde a trouvé ça bon de vider des bouteilles de Grande Royale. Ils ont aimé ça. Est-ce que c'est vrai que c'est Elisabeth May qui est là-dessous? En dessous de la bouteille? Ouais, à terre. Quand il vide, c'est pas un plat, c'est Elisabeth May. Elle l'aime, hot dog, en passant. Oh oui, ben oui. Let's go, dog! Let's go, dog! Elle crie, hein? Let's go, dog, dog, dog! Mais regarde, je suis à la même place que toi, Yann, là-dessus. Même place que toi. Ça on est... Christy, c'est un peu ce qu'on lit dans la lettre qu'a envoyée, je ne sais pas trop à quel organisme, là, Couillard. C'est carrément... Ce qu'on remarque, c'est qu'on est des hyper-protectionnistes. Oui. Mais je veux vous poser une question. Vas-y, Jerry. Il y a un deal sur la table. On ne sait pas c'est quoi le deal. On ne sait pas. On suppose. On ne sait pas c'est quoi le deal. Puis le deal, autrement dit, pour Carney, maintenant qu'il accepte le deal, lui, il faut qu'il le vende aux Canadiens. C'est-à-dire, Christophe, il arrive. Mais la raison pour laquelle il n'a pas accepté, c'est qu'il sait qu'il ne passerait pas. En revenant ici, il faut qu'il vende la patente. Là.
faut qu'il soit un vendeur pour dire aux Canadiens, les Canadiens qui sont en tabarnak. Ils sont tous anti-américains à base, puis là, ils sont à moitié fous. Puis là, tu dis, hey, lui, il a fait comme un genre de deal avec le diable. Mais là, le deal avec lui, il faut qu'il défende ce deal-là. OK? OK, c'est beau. Moi, je dis que c'est pas une question de l'acier, de l'aluminium, les chars, les scies, les patentes de pétrole. C'est plus fondamental Je que vais ça. vous le dire, sa table, il y avait une chose. C'est une affaire qui ne passe pas. Il n'y a pas un politicien canadien qui va rentrer ça dans la gorge d'un Canadien. La gestion de l'offre. C'est sûr que c'est ça. C'est que ça. Je mettrais ma maison là-dessus. Là. Mais en même que ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on a envoyé un gars négocier. Tu sais, on a envoyé un gars à la table de poker avec un 2 et un 3 d'un. Voilà. Puis on lui dit, il faut que tu renforces. C'est gang. Hein. Gang, Gang. sinon ça va. Mais là, le gars, il y a un 2, puis ça sur le 3. Oui. Il est dépareillé. Il est dépareillé. Là. Il n'y a pas 2 carreaux. Là. Non, Moi, c'est ça. mon instinct d'actuaire te dirait c'est encore pire, Frank, c'est un 2 puis un 7 of soup. Oui, c'est ça, exactement. Les probabilités, c'est pire un 2, 7. Ouais, mais là, j'ai donné une petite chance. Non, il y a rien. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'ont crissement rien pour négocier. Non, ils n'ont rien, parce que le gars, lui, se dit, il faut que je négocie. Quand tu négocies, tu prends puis tu donnes, idéalement, pour faire un deal winner-winner. Puis le gars, il dit, OK, je négocie, mais je peux avoir rien qui concerne le Québec, je vais être dans la marde. Il faut que le bois d'œuvre, ça se règle. La gestion de l'offre, je peux pas toucher à ça. Le secteur bancaire, puis tout ça non plus. Je peux pas arriver en disant qu'on permet aux compagnies aériennes de faire des vols intérieurs au Canada non plus. T'sais, dans le fond, c'est quoi les affaires sur lesquelles il peut... Comme les banques, les avions, les télécommunications. On sait que le seul moyen que TSN ne ferme pas et RDS, c'est que ESPN la jette. On sait que c'est ça, l'offre qui est sur la table et qu'ils ne peuvent pas, etc., etc. Mais c'est toutes ces affaires-là. Là. Mais ça, on sait qu'on a très peu de contre-propositions à faire. On peut juste se faire déculotter, ça, c'est clair. Comment avoir... Mettons que tu es un républicain. Là. Comment avoir un État qui va voter républicain pour le reste, pour toujours? Le Texas va possiblement voter républicain. Peut-être avec les Latinos. Ça peut. Mais quel État qui peut changer de bord d'une élection à l'autre? Mais si tu passes la patente du lait, ils vont voter toujours pour toi. Voilà. Wisconsin. Trump fait le deal avec le Canada il fait tomber la gestion de l'offre au Canada. Le Wisconsin vote républicain pour le restant de la vie. Mais tu sais, le rachat des permis. C'est aussi simple que ça. Des fermiers, là. Je sais pas c'est quoi le montant. Mais si tu arrives et tu réussis à passer aux Américains, on va le laisser tomber à condition que vous assumez une partie de cette facture-là. Ils disent quoi? Moi, je dis oui. Moi, je pense que ça peut être... Hey, pour vrai, il y a une manière de virer ça d'avoir l'air un peu d'un king si t'es Canadien. Tu dis, regarde, ce système-là, il est obsolète. Là. Mais Chris, on vient de les fourrer. Est-ce que vous savez qu'au Canada autres qui vont payer le rachat. Là. Est-ce que vous savez qu'au Canada anglais, l'histoire de la gestion de l'offre, ça ne fait pas l'unanimité? Oui, il y a les elbows up, que les autres, c'est non à tout prix. OK? Mais au Canada anglais, surtout dans l'Alberta, puis bien d'autres places aussi, donc c'est la minute que si vous êtes un peu plus conservateur que la moyenne, mettons, d'un libtard, boomer, elbows up, Blue Jays, etc., là, si, mettons, tu es un peu plus économique, si tu es un peu plus à droite légèrement, les autres, ils n'en ont plus rien à cirer du Québec. Parce que même si la gestion de l'offre touche le Québec et l'Ontario, c'est clair. Pour une raison que j'ignore, c'est plus identifié au Québec. Oui. C'est une patente fédérale, mais ça, c'est pour... Veux-tu la raison? Comment? Veux-tu la raison? C'est quoi la raison? Le prof Charlebois nous l'a expliqué. Oui, il y a la gestion de l'offre au pays, mais Québec et les Maritimes ont un système qui leur est quand même propre, et de l'autre côté, ils ont un système qui est relativement différent. Le système, de l'autre côté, il est un peu plus flexible, un peu différent. Les fermes sont plus grosses en Ontario puis dans l'Ouest. Ils réussissent... En tout cas, c'est deux mondes complètement différents, mais le système étant... Tu devines lequel est le plus protectionniste des deux. Ben oui, c'est celui du Québec. Fait que les fermes sont plus petites. En fait, si demain matin, le système de gestion de l'offre tombait, le point de départ des fermes laitières du Québec est beaucoup plus difficile à aller compétitionner les Américains que pour l'Ontario ou dans l'Alberta.
Parce que leur système leur permet quand même d'être pas mal moins pire en termes de grosseur de ferme puis d'équipement puis tout ça. Là. Fait que nous autres, là, c'est que les fermes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus familiales. Puis quand tu dis familial, c'est des votes, c'est beaucoup de sentiments aussi dans les communautés. Non, mais ça, la fin, ça s'en vient. Même je parle à des jeunes fermiers pirates. Ils savent que des fermes de 68 ou 82 têtes, c'est fini. Ils savent ça, qu'il y a une transformation qui est en train. Il y a une ouverture, en tout cas, chez certains, chez les plus jeunes, probablement, puis les plus productifs, puis les plus travaillants, là, en tout cas. Mais ce que j'entends au Canada anglais, c'est autre ce qu'ils disent, c'est voyons, Chris. Parce que là, on l'a vu, là, le dernier trimestre, c'est 8 ou presque 9 je pense, de baisse d'exportation aux États-Unis. C'est la plus grosse baisse depuis le crash financier de l'immobilier puis des banques en 2008-2009. C'est le plus gros crash. Donc, là, ça, c'est pas soutenable longtemps, là. On s'entend que c'est pas soutenable. Donc, dans la tête des plus wise, pas les elbows up, là, pas les boomers à la retraite, les assis fatigants, là, le monde normal. Le monde, il dit, OK, attends un peu, là. On est-tu en train de scraper notre économie au complet dans nos échanges avec les États-Unis, alors qu'on a le plus gros, pour une tabarnak de patente de lait du Québec? That's it. That's it. Ben, pourquoi on n'est pas plus raisonnable que ça? On va les payer. Les fermes ne disparaîtront pas, les vaches non plus, les fermiers non plus, Christophe. On veut pas que vous creviez de faim. Ben non, voyons, on les aime, moi je les adore, je les respecte. Moi, je suis en admiration de mes fermiers, les gens les plus travaillants du monde. Puis si tu prends ça du côté québécois, je vois dans la psychologie, là. Psychologie, parce qu'il y a de la psychologie, puisque tu as affaire avec des gens, tu as affaire avec des citoyens. Si le Canada te laisse tomber le Québec, mettons, oui, tu as l'Ontario, mais si le Canada laisse tomber le Québec par rapport à la gestion de l'offre, les Québécois vont se rebeller et vont vouloir faire l'indépendance. Ça se peut. J'exclus rien. J'aime Jerry. Jerry, il m'arrive toujours qu'il y a une prise. Ben oui. Crise de balcon. Oui. Elle est décevante. Hein? C'est une fronde. Jerry Otani. Jerry Otani, moi, c'est ça. Puis c'est pas fou. Ben non, c'est pas fou. Mais donc, ça veut dire que dans le fond de lui, PSPP, qui semble un peu perdu, j'ai écouté son discours hier, là, si on était en contrôle, on aurait nos propres négociateurs, mais tu sais, lui-même n'amène aucune idée, il n'amène pas de plan, on ne sait pas trop qu'est-ce que ces négociateurs iraient négocier non plus. Mais dans le fond, un gars comme PSPP souhaite que le fédéral passe dans le tordeur la gestion de l'offre du Québec dans la négociation. Ben oui. Non, c'est dans des cartes à tonnes. Puis il y aurait bien plus de liberté pour émanciper le Québec après aussi. Là. Ouais. On est dépendant au protectionnisme, on est dépendant à la réglementation, on est dépendant aux interdictions, on est dépendant aux amendes, on est dépendant à la réglementation, on est dépendant aux politiciens, on est une gang d'irresponsables. On ne fait pas confiance à l'entreprise privée, on ne fait pas confiance aux individus, puis on pense que tout le monde crosse tout le monde, fait que ça prend des grosses stacks pour être sûr qu'on soit tous égaux. Oui. Bon résumé. Et quand on brise ça, ce cycle-là, là? Bon résumé. OK, plus de Yann et Frank, version complète. Vous allez sur Radio Pirate Prime. Première semaine, elle est gratis. Ah oui, essayez. Au pire, vous cancellez, c'est tout. Allez, let's go. Autre podcast à venir.